Bonjour, mon invité aujourd'hui est Jean Bobéro, qui est président d'honneur de l'École pratique des hautes études et qui est considéré comme le fondateur de la sociologie de la laïcité en France. Jean Bobéro, je renvoie à vos fiches, je ne vais pas citer tous vos livres, ils sont trop nombreux. Moi, il y en a un auquel je suis particulièrement attaché, c'est la laïcité falsifiée que vous avez lu il y a quelque temps. Et alors, laïcité falsifiée, déjà le mot est fort, mais là récemment, vous avez gradué encore un peu plus, puisque vous avez parlé des ripoux de la laïcité. Donc, comment est-on passé des falsificateurs aux ripoux de la laïcité? Oui, ben, alors ripou, c'est aussi prendre les choses avec humour, puisque ça fait allusion à un film. Bon, donc c'est un peu du second degré, mais c'est pour indiquer qu'il y a des gens qui se réfèrent à la loi de 1905 en lui faisant dire le contraire de ce qu'elle dit. Et donc, c'est une manière à la fois vive, effectivement, mais aussi un peu amusante, ironique, de dire que ces gens se fondent soi-disant sur la loi de 1905 qui est au cœur de la laïcité en France, mais en fait, ils prônent une laïcité qui demande ou exige même, on pourrait dire, le contraire, disons, de ce qu'a dit la loi de 1905, exactement ce que la loi de 1905 a refusé, parce qu'il ne suffit pas de lire la loi de 1905, il faut aussi voir les débats et voir les propositions, les amendements qui ont été refusés par les promoteurs de cette loi. Alors concrètement, est-ce que vous pouvez donner un ou deux exemples de ce qui est vécu comme une laïcité que l'on qualifie maintenant d'exigeante ou de ferme par rapport à une laïcité qui serait ouverte, et donc ouverte veut dire faible. Une ville ouverte, c'est une ville qui est faible. Quels sont les exemples concrets que vous pourriez mettre en avant de dévoiement de cette laïcité de la loi de 1905? Eh bien, bon, je donne dans cette tribune du Nouvel Obs, là où j'ai parlé des ripoux de la laïcité, je donne plusieurs exemples, mais je vais en reprendre deux, un plus général et un précis. L'exemple général, c'est le fait qu'il y a eu le titre 1 de la loi de 1905 commence par dire que la République assure la liberté de conscience, garantit le libre exercice des cultes, et pas seulement du culte comme acte cultuel, mais des cultes, et culte, c'est le terme juridique pour dire religion en France. Bon. Et puis, l'article 2 dit qu'il n'y a plus de culte officiel en France et plus de budget des cultes. Bon. Mais, disons, ce titre premier a été l'objet justement de très vifs débats, c'est-à-dire qu'un certain nombre de propositions ne parlaient pas de la liberté de conscience et du libre exercice des cultes, et mettait directement en article 1 le fait qu'il n'y ait plus de religion officielle et qu'il n'y ait plus de budget des cultes. Et d'autres propositions mettaient en premier toujours cet article 2 sur la fin de l'officialité religieuse et reprenait un petit peu l'article 1 ensuite, mais en le tronquant et en le réduisant à une liberté individuelle et pas le libre exercice des cultes en tant qu'entité collective. Bon. Et on a exactement des fois cette manière de voir les choses, de mettre d'abord la non-officialité des religions avant la liberté de conscience et le libre exercice des cultes, et de réduire ce libre exercice des cultes à une sorte de liberté intime, mais même dans les dictatures, vous gardez une liberté dans votre fort interne. Bon, et donc, ce n'est pas du tout la loi de 1905. Bon, voilà, ça, c'est un exemple général. Et un exemple précis d'un article à qui on avait fait dire le contraire de ce qu'il disait, c'est l'article 40. Bon, certains tiraient officiellement de cet article 40 le fait que les religions ne pourraient pas interférer, disons, avec le domaine politique. Et par certains côtés, la séparation, c'est bien une séparation entre le pouvoir politique et les autorités religieuses, mais ça ne veut pas dire que les autorités religieuses n'ont pas le droit de prendre position dans les débats de société. Et là, cet article 40, alors je passe sur les détails techniques, mais disons pendant 8 ans, pour assurer la transition de la loi, il y avait encore des pensions pour les ministres du culte. Donc ça maintenait pendant 8 ans certaines
incapacité au niveau politique pendant le temps où les ministres des cultes recevaient encore des pensions, et ça prenait fin au bout de 8 ans. Bon. Et donc, au bout de 8 ans, il n'y avait plus aucune inéligibilité. Un curé pouvait être maire, un curé pouvait être député, etc. D'ailleurs, il y a eu des députés catholiques comme le chanoine Kir ou l'abbé Pierre pendant les années 50 en France. Bon. Et on faisait dire à cet article le contraire, c'est-à-dire on faisait comme s'il instaurait une interdiction pour les membres du clergé de présenter aux élections. Donc, c'était l'interprétation inverse, et il fallait ni avoir lu vraiment l'article, ni même évidemment avoir lu les débats qui avaient entouré cet article pour pouvoir signifier cette chose. Donc, le résultat, c'est qu'une loi qui était d'abord une loi de liberté, alors certes une liberté dans le cadre d'un ordre public démocratique, et il n'est pas question de dire que cette liberté est absolue, mais une loi qui est d'abord une loi de liberté devenait une loi d'interdit, d'abord d'interdit, et l'interdit qui justement est au service de la liberté, au service des libertés réciproques, au service de la garantie de ces libertés, devenait un interdit antireligieux, devenait un interdit en soi, par lui-même. Donc la loi de 1905 était effectivement falsifiée, dévoyée. Alors, comment expliquer ce dévoiement? Est-ce qu'il y a un projet? Vous travaillez, vous, depuis des années sur les questions de laïcité. Et est-ce que vous constatez qu'il y a des débats qui ne se posaient pas auparavant? Parce qu'il y a eu une époque où on n'allait pas transformer ou contester la loi de 1905 pour lui faire dire l'inverse. Comment expliquer l'hystérisation des débats sur la laïcité dans la période actuelle? Alors, si vous voulez, si on en revient à la période de fabrication de la loi de 1905 elle-même, on s'aperçoit qu'il y a les différents camps qui sont représentés, et il y a des gens qui ont une position intransigeante sur la laïcité, comme aujourd'hui. Sauf qu'en 1905, ils ont été battus, et aujourd'hui, ils sont dominants, ou ils veulent essayer d'être dominants. Bon. Alors, pourquoi? Ça veut dire que et en 1905 et aujourd'hui, il y a des peurs. Hein. Il y a des peurs parce que la vie n'est pas un long fleuve tranquille, qu'il y a des gens qui menacent, disons, la société. Bon. Mais toute la stratégie de Briand, ça a été de dire il faut séparer la grande masse des catholiques qui veulent pratiquer leur religion, mais des fois de manière traditionnelle, de manière même qui peut heurter des libres penseurs, mais c'est leur liberté, avec ce que Briand appelait les catholiques surexcités, une petite minorité de catholiques surexcités, qui sont des ennemis pleins et entiers, je dirais, de la République. Bon. Donc, même si évidemment les contextes sont différents, aujourd'hui aussi il y a des peurs, et il y a des peurs notamment à cause d'un terrorisme qui se réclame de l'islam. Mais au lieu d'employer la stratégie de Briand, c'est-à-dire d'isoler ces terroristes et de dire que la grande majorité des musulmans ont le droit de pratiquer leur culte tranquillement, y compris de manière assez traditionnelle, bon, il n'y a pas l'imposition d'une modernité qui devrait être intériorisée par tout un chacun. Bon, au lieu de dire ça, on fait une sorte d'amalgame, on fait une sorte de continuum, disons, entre un certain nombre de gens qui ont une pratique de l'islam un peu rigoureuse, si vous voulez, et puis ces terroristes islamiques. Bon. C'est à la fois, c'est tout à fait la stratégie inverse de Briand, et puis si Briand avait refusé cette stratégie, ce n'était pas parce que c'était un saint homme qui mériterait une auréole, c'est parce qu'elle est désastreuse, c'est une stratégie désastreuse. Toute l'intelligence stratégique de Briand, ça a été de dire il faut isoler les extrémistes et avoir une laïcité qui inclut la plupart des gens, quelle que soit leur croyance et quelle que soit la pratique de leur croyance, à partir du moment où la pratique de cette croyance respecte un ordre public démocratique. Donc aujourd'hui, on a des gens qui sont un peu des fous furieux de la laïcité
et qui, à moitié par conviction, à moitié par calculs électoraux, mais calculs électoraux qui sont catastrophiques et qui ne sont même pas payants sur le plan électoral, veulent établir un continuum entre une pratique un peu rigoriste, un peu traditionnelle de religion, et en particulier l'islam, et un extrémisme dangereux pour la République. Et donc là, au bout du compte, on rend ces extrémistes attirants puisque euh, finalement, on stigmatise et on pointe du doigt des gens qui, au départ, n'ont rien à voir avec ces extrémistes, mais qui, au bout du compte, certains d'entre eux peuvent être attirés par les sirènes de ces extrémistes parce que la République les rejette hors de son champ de légitimité. Elle ne garantit plus le libre exercice des cultes comme elle l'a promis en 1905. Vous avez dit qu'il y avait un mélange donc de conviction chez certains et d'opportunisme électoral. Quelle est la part et cet opportunisme électoral, sur quoi est-il basé? Est-ce que les gens pensent qu'il y a finalement un intérêt électoral à stigmatiser les musulmans et que tout le monde se précipite un peu sur ce créneau de peur de laisser la place aux autres? Alors, si j'ai parlé moitié conviction, moitié opportunisme électoral, c'est parce qu'à mon avis, il y a eu la rencontre des deux. Il y a eu la rencontre des deux. Il y a eu, à la fin du XXe siècle, un certain nombre de gens qui ont mis en cause les pédagogies actives, et notamment la participation des élèves, le fait qu'on ne pouvait plus s'en tenir à l'enseignement traditionnel, magistral, etc. Bon. Et ces gens-là attaquaient les syndicats, attaquaient Jospin, par exemple, quand il était ministre de l'Éducation nationale, etc. Et ils avaient très peu d'écho parce que, en gros, la grande majorité des gens étaient d'accord avec des pédagogies plus actives, plus participatives et un minimum de droits pour les élèves, le fait que l'école ne soit pas une zone de non-droit. Bon. Et puis, il y a eu tout à coup, en 1989, cette affaire dite des foulards de Creil, c'est-à-dire 3 jeunes filles à Creil, ville de grande banlieue, qui ont refusé d'enlever leur foulard alors que le principal avait mis dans le règlement intérieur qu'il fallait enlever ses foulards. Bon. Et cet incident local a pris une ampleur nationale et tout à coup, ces gens qui n'avaient aucun écho, parce que ça s'est appliqué à l'islam, parce que ça s'est appliqué à des gens qui étaient issus de l'immigration et que les 30 glorieuses étaient finies depuis une dizaine d'années et que le chômage augmentait, qu'il y avait un certain nombre de cas qui rendaient propice, disons, la stigmatisation des immigrés. Il y a une sorte de rencontre entre ces théories anti-pédagogiques, je dirais, et puis cette peur grandissante de l'islam. Il faut dire aussi que c'est l'année aussi de la fatwa de l'imam Khomeini contre Salman Rushdie, bon, ce qui a attisé des peurs. Bon. Donc, effectivement, moi, je nie pas du tout que la réalité soit une réalité parfois difficile, problématique, etc. Mais ce que je dis, c'est que ce n'est pas en attisant ces peurs et en instrumentalisant ces peurs qu'on va y répondre. Il faut y répondre avec sang-froid. Et d'ailleurs, justement, à ce niveau-là, Aristide Briand, tout le temps, rappelait à ses amis, ce qu'il appelait une laïcité de sang-froid, parce qu'il disait c'est elle qui est capable de résoudre les problèmes qu'elle rencontre. Eh bien, là, au lieu d'avoir une laïcité de sang-froid, on a au contraire fait une sorte d'escalade, d'engrenage. Il y a eu la loi de 2004 sur l'interdiction pour les élèves, alors que normalement, c'est seulement les agents publics, mais pour les élèves, de porter des signes ostensibles religieux. Bon, et en plus, la circulaire n'a même pas défini ce que c'était qu'un signe ostensible. Bon, ce qui fait qu'après le foulard, on est passé aux jupes longues. Moi, j'ai vu un règlement intérieur d'un lycée, d'une zone populaire, qui disait que les jeunes filles devaient avoir un corsage de couleurs différentes de leur jupe. C'est incroyable, alors qu'il y a tellement de problèmes d'inégalité sociale, bon, d'aller aussi loin, disons, dans la réglementation, soi-disant du religieux, mais en fait dans la police des vêtements. Bon. D'ailleurs, cette police des vêtements, elle se retourne aussi contre un certain effet de mode. Par exemple, dernièrement,
il y a des jeunes filles qui ont été stigmatisées parce qu'elles montraient leur nombril, bon, ce qui était quand même pas très gravissime. Bon. Donc on voit bien que l'école a peu à peu voulu, je dirais, pinailler entre guillemets et a été intrusive au niveau des élèves. Et plus elle le fait, moins elle arrive à réussir à maîtriser les problèmes. Et donc, plus elle se plaint, elle geint d'atteinte à la laïcité. Et donc, ça fait un effet boule de neige. Et le problème aussi, c'est que la plupart des gens aujourd'hui n'ont pas une expérimentation directe de ce que c'est que la religion. En 1905 ou encore dans les années 1950, les gens connaissaient dans leur famille, dans leurs amis, etc., même quand ils n'étaient pas eux-mêmes croyants de convictions religieuses, ils connaissaient des gens qui avaient des convictions religieuses. Ils les voyaient pratiquer, donc ils voyaient un peu ce que c'était que la religion. Bon. Maintenant, beaucoup de gens sont des athées, disons, de deuxième ou troisième génération, et dans leurs amis, n'ont pas de gens qui ont une pratique religieuse. Et donc, ceux qui connaissent la religion, c'est uniquement l'amplificateur médiatique. Et ce qui intéresse les médias, ce n'est pas une pratique tranquille, ce n'est pas une pratique apaisée, c'est ce qui fait spectacle, donc l'extrémisme. Bon. Du coup, la tendance dominante, c'est de confondre, disons, la religion et l'extrémisme religieux. Et c'est cela qui est très embêtant parce que, à force de confondre cette pratique de la religion et cet extrémisme religieux, eh bien, on est dans ce qu'on appelle en sociologie les prophéties autoréalisatrices, c'est-à-dire qu'on pousse les gens vers cet extrémisme à force de les stigmatiser comme extrémistes, alors qu'au départ, ils demandent simplement à pratiquer leur religion tranquillement. Donc, si je vous suis bien, ceux qui ont une vision dite exigeante ou considérée comme falsifiée de la laïcité, en fait, œuvrent contre la laïcité, tout en proclamant leur amour inconditionnel pour cette même laïcité. Oui, je crois qu'ils sont contre-productifs. J'en donnerai une preuve qui est un peu paradoxale de la part de quelqu'un qui serait qualifié volontiers d'intellectuel de gauche, c'est le fait que l'armée, elle, n'a pas cette vision de la laïcité. Bon, l'armée, le politique lui donne des missions au Sahel qu'on peut discuter, mais ça, ce n'est pas le débat d'aujourd'hui. Le fait est que l'armée ne peut pas se payer, disons, un conflit interne. Elle ne peut pas se payer d'avoir des extrémistes en son sein. Bon. Et donc, son encadrement a compris que le meilleur moyen d'éviter justement qu'il y ait des extrémistes au sein de l'armée, alors qu'il y a pas mal de gens qui sont de culture ou de religion musulmane, puisque l'armée de métier est aussi a aussi un aspect d'ascension sociale. Bon. Du coup, ils pratiquent une laïcité qui est fidèle à celle d'Aristide Briand, hein, qui laisse tranquillement pratiquer la religion. La loi de 1905 permet d'avoir des aumôniers et l'armée forme ces aumôniers, elle les intègre à l'institution militaire puisqu'ils ont le grade d'officier, elle les paye convenablement. Et 1905, la loi de 1905 prévoit cela, rend possible cela. Bon. Et du coup, il s'avère que l'armée est une institution qui, paradoxalement, maîtrise mieux la laïcité que l'école. Bon. Et l'Observatoire de la laïcité, puisque dernièrement l'Observatoire de la laïcité a été injustement supprimé, avait proposé de faire la même chose dans les prisons. On sait très bien que les prisons sont un lieu où il y a un risque de radicalisation. Et actuellement, il y a des aumôniers dans les prisons, c'est la loi de 1905, mais ces aumôniers, je dirais, ils sont payés au lance-pierre, c'est-à-dire qu'on leur donne un certain dégrèvement de leurs frais, mais qui ne couvrent même pas leurs frais de transport. Bon. Et donc, si on appliquait dans les prisons la même chose qu'au niveau de l'aumônerie militaire, c'est-à-dire que si les aumôniers étaient formés, s'ils étaient intégrés à l'institution carcérale, s'ils étaient payés convenablement, en plus, mettons qu'ils soient intégrés à mi-temps à l'institution carcérale, ils pourraient être imams le reste de mi-temps, et comme ils seraient payés normalement, parce que c'est un des gros problèmes des imams, c'est d'être très mal payés, ils pourraient exercer convenablement leur métier, eh bien là,
sans bruit, mais sans que ça fasse évidemment la une des médias, on lutterait contre la radicalisation de manière beaucoup plus efficace qu'avec des propos de laïcs extrémistes qui sont un peu des propos de frères ennemis, où finalement on a une lecture aussi littérale et littéraliste de la religion que ceux que l'on prétend combattre. Alors, vous définissez vous-même comme intellectuel de gauche. Beaucoup de gens disent que la gauche a trahi et que de compromission en compromission, on entend parmi les partisans d'une laïcité dite de combat, on entend le reproche que la gauche a trahi, qu'elle n'est plus la gauche parce qu'elle cède aux religieux, qu'elle cède aux islamistes. Que répondez-vous à cette accusation rituelle? Oui, ben moi je réponds par une contre-accusation qui est de dire que malheureusement, la gauche a trahi il y a longtemps au moment de la décolonisation et au moment de la guerre d'Algérie. C'est Guy Mollet, président du Conseil socialiste, qui a envoyé le contingent en Algérie. Et pour moi, ce que j'appellerais le mollettisme est quelque chose qui a perduré dans la gauche. Et notamment, par exemple, Manuel Valls s'est trouvé pour moi dans l'affiliation de ce mollettisme. C'est-à-dire que Il n'a pas toujours été comme ça. Il fut une époque où il avait des positions tout à fait inverses. Oui, oui, mais finalement, il a épousé ces positions mollettistes, c'est-à-dire cette tradition néocoloniale, je dirais, où on se croit un peu par essence les tenants d'une civilisation supérieure et où on veut civiliser les gens malgré eux, où on veut émanciper les gens malgré eux. Bon. Et pour moi, il y a malheureusement une tradition de gauche donc, dont Guy Mollet a été vraiment le représentant typique. Hein. Il faut bien se rappeler que Guy Mollet se voulait marxiste d'un côté, et d'ailleurs il avait pris le Parti socialiste contre Blum en accusant Blum d'être trop modéré comme socialiste. Et c'est lui qui a mené la guerre d'Algérie, qui a envoyé le contingent et qui a fait que finalement la gauche n'a pas su résoudre la question coloniale et qu'il a fallu. Donc vous pensez qu'il y a encore cet héritage et que les débats actuels sur la laïcité sont un héritage lointain mais non moins direct des débats sur le colonialisme? Oui, parce que en fait, la gauche n'a jamais affronté son passé. Hein. Elle n'a jamais éclairci les raisons qui a fait qu'elle s'était embourbée dans cette guerre d'Algérie et dans cette aventure coloniale. Bon. Et le fait qu'elle n'ait jamais affronté son passé fait que c'est comme descendre sur la braise, si vous voulez. Ça a continué de manière évidemment non explicite, mais ça a continué. Et quand les choses se sont un peu compliquées avec justement la révolution islamique en Iran, avec après le terrorisme islamique, eh bien, tout ce passé mal digéré, disons, a refait surface et a induit des amalgames. Et pour moi, les vrais représentants de la gauche, eh bien, c'est les héritiers de Maurice Audin, c'est les héritiers de ceux qui avaient lutté contre la guerre d'Algérie, c'est ceux qui ont lutté contre la colonisation et qui aujourd'hui, effectivement, sont pour un dialogue des cultures et une réciprocité dans les cultures. Il ne s'agit pas évidemment de cautionner un certain nombre de choses. Par exemple, moi, je fais une différence entre ce qui est irréversible et ce qui est réversible. Et je pense, par exemple, qu'on aurait bien mieux fait de concentrer nos efforts sur la lutte contre les mariages forcés, parce qu'effectivement, il y a des traditions à ce niveau-là que la France ne peut pas accepter en tant que république qui garantit l'égalité homme-femme, mais cette égalité homme-femme, elle est elle-même issue de longs combats et longtemps la gauche a été contre que le fait que la femme vote parce que, soi-disant, la femme était soumise au cléricalisme. On voit bien qu'effectivement, dans l'histoire de la gauche, elle charrie des choses qui sont très ambiguës. Bon. Et maintenant, heureusement, on est arrivé à, en tout cas, avoir comme idéal l'égalité homme-femme, même s'il n'est pas encore réalisé. Bon. Et donc là, un mariage forcé, ça aboutit à un viol conjugal, donc ça aboutit à quelque chose d'irréversible.
Et là, il est normal de légiférer, il est normal de mettre des dispositifs sociaux parce que la loi, évidemment, ne suffit pas pour lutter contre ces mariages forcés. Bon. Mais ce n'est pas spectaculaire, ça. Et on a lutté contre le réversible. Le vêtement, on le met, on l'enlève. Le vêtement n'a rien d'irréversible, si vous voulez. On sait parce que la société est une société du voir, une société de l'écran, une société de l'apparence, etc. On s'est concentré sur des choses qui n'étaient pas fondamentales. On a délaissé un peu quelques combats fondamentaux. Si on avait concentré nos forces là-dessus, on aurait pu être beaucoup plus performant. Bon. Et du coup, en fait, la gauche n'a pas une véritable réflexion sur la laïcité, elle n'a pas une véritable réflexion sur la décolonisation, elle n'a jamais eu, elle n'a jamais affronté son histoire à ce niveau-là. Et donc, aussi bien sur la décolonisation que sur les retards qu'elle a eus quant à l'égalité homme-femme, eh bien, elle n'a pas fait l'examen intellectuel et l'examen de conscience nécessaire pour aujourd'hui être au clair sur l'égalité homme-femme et sur la laïcité. Donc, pour conclure cet entretien, Jean Bobéro, vous êtes internationalement reconnu comme scientifique, comme universitaire. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un problème avec les sciences sociales? Est-ce que au sein de la classe politique, les gens font plus appel à des agitateurs ou quelqu'un qui a une chronique sur CNews plutôt que quelqu'un qui a accumulé au cours des années un savoir universitaire, un savoir académique? Est-ce qu'il n'y a pas un peu aussi un refus du savoir finalement et qu'on préfère donner la parole, y compris au niveau officiel, à des gens qui n'ont pas des travaux très épais, mais qui ont une parole forte et qui correspond au vent dominant, et que finalement les sciences sociales qui pourraient être utiles en la matière sont négligées ou même malmenées? Oui, alors je crois qu'effectivement c'est une partie du problème. Et ce qui est arrivé à l'Observatoire de la laïcité à ce niveau-là est typique. L'Observatoire de la laïcité était une unité indépendante qui conseillait le Premier ministre et qui travaillait justement, alors là, avec des chercheurs, avec des intellectuels, avec des universitaires, des personnes qui font des recherches en sciences sociales. Et finalement, qu'est-ce qu'on préfère? On préfère ce qu'on appelle des intellectuels médiatiques. Et des intellectuels médiatiques, ils sont brillants plus que profonds, c'est-à-dire qu'ils sont capables de reprendre des lieux communs et de dénoncer ces lieux communs de manière brillante, de manière clinquante, je dirais. Bon. Donc, il y a ce véritable problème qui dépasse la laïcité parce que moi, une des choses qui me turlupine, si je puis dire, c'est le fait que, justement, il y a chaque année des dizaines et des dizaines de thèses en sciences sociales qui sont soutenues et qui sont excellentes. Un savoir qui est en train de se perdre, disons. Ces gens arrivent des fois à publier leurs thèses, mais de manière confidentielle. Bon. Et au contraire, on vous met comme livre qui meilleure vente des livres qui sont faits rapidement et qui reprennent des stéréotypes et qui n'arrivent pas, disons, à proposer une véritable réflexion. Bon. Donc, si vous voulez, la laïcité, pour moi, c'est un miroir aussi de l'ensemble de la société et c'est un appel, disons, à faire une société qui arrive à maîtriser les écrans. Il n'est pas question de revenir, disons, aux lampes à fil, comme dirait l'autre, mais il faut arriver à trouver une tension entre les outils qui sont des outils performants et intéressants que nous donne le numérique, et puis le fait que ces outils doivent être au service d'une réflexion intellectuelle et pas, disons, le maître que l'on sert en faisant une prime à ce qui est clinquant, ce qui est brillant et pas profond, disons, ce qui est superficiel. Merci Jean Bobéro. On va s'arrêter là sur cet appel à la raison, à la réflexion, au savoir et aussi à la tolérance. Autant d'ailleurs de phénomènes qui sont malmenés en ce moment. Merci Jean Bobéro. Je renvoie à la lecture de ce livre. Je crois que c'est vraiment essentiel, La laïcité falsifiée, que vous avez publié à La Découverte. Merci, au revoir Jean Bobéro. Au revoir, merci.